accepté notre invitation à cette première édition de l'ASMA. Donc, professeur Aboutan, il est le chef de service des explorations fonctionnelles respiratoires à l'hôpital Necker Enfants Malades. Donc, il s'occupe aussi des explorations d'asthme. Donc, il y a un centre d'asthmologie et en particulier les asthmes sévères. Donc, je sais que vous faites beaucoup de biothérapie dans l'asthme sévère à Necker. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je remercie M. Grégory Plovry. Vraiment très heureux de vous voir autant intéressé par les EFR. Ça fait chaud au cœur, donc on n'aura pas de mal à vous convaincre de l'intérêt des EFR dans le suivi des maladies respiratoires de l'enfant. Donc voilà, et Grégory, parce que c'est un travail d'équipe aux EFR, les médecins tout seuls ou les techniciens tout seuls, ça ne peut pas marcher. Je suis un support pratico-pratique. Voilà. Bon, si vous avez des questions techniques, c'est l'expert, c'est la bonne personne à interroger. Donc les objectifs, si ça vous va, savoir faire une EFR. Je ne sais pas si les niveaux sont égaux, si vous avez tous déjà pratiqué. Peut-être les ateliers pratiques, ceux qui n'ont pas encore pratiqué seront qui n'a pas encore pratiqué une EFR? Qui n'a pas pratiqué de EFR? Qui ont fait déjà? D'accord. Ceux qui ont déjà fait des EFR, qu'est-ce que vous attendez de cet atelier? C'est juste pour avancer, c'est ciblé. Déjà, si on le fait bien ou pas, comment l'obtenir. Des fois, il y a des différents paramètres qu'on n'arrive pas à interpréter en fonction de l'enfant. Et l'enfant, déjà la coopération de l'enfant, des fois, elle n'est pas assez... Et les problèmes techniques, comment les résoudre? On va essayer d'en parler. On va voir au fil de l'eau. Et puis, on va se heurter à des problèmes techniques aux ateliers. Et c'est ça qui va être intéressant aussi. Voilà. Le pré-test, tout le monde l'a fait? Oui. Bon, on va rigoler à la fin. Mais si vous avez lu l'article, c'est bon. Quelle méthode d'exploration à quel âge? Bon, tout dépend de la coopération de l'enfant. En théorie, on peut faire des EFR même chez le nourrisson endormi. Pendant très longtemps, on l'a fait à Necker. Je ne sais pas, Amal, si tu les as vus dans la cabine, les bébés baptismaux. Mais on leur donnait du chloral pour les endormir. Et il y a eu une alerte à NSM. On n'est pas sûr de l'inocuité finalement du chloral. Alors on a arrêté de le faire chez les nourrissons. Il y a encore beaucoup de centres, certains centres en Europe qui le font, mais on a arrêté. En pratique, à partir de 2-3 ans, on arrive à faire des manœuvres, des explorations en volume courant. Donc, celles qui ne demandent pas beaucoup de participation, c'est essentiellement la mesure de la CRF et les résistances. Par oscillation. Ouais. Essentiellement. Par oscillation, puis un peu plus grand, les résistances plétismographes. Et à partir de 4-5 ans, les enfants peuvent commencer à faire des explos comme l'adulte, notamment les volumes forcés, les spirométries. Et puis les autres tests utiles, le hémonasal pour dépister la dyspnésie ciliaire, la mesure de l'index de clairance pulmonaire qu'on appelle LCI, c'est un peu plus nouveau comme examen, et ça se fait en volume courant, donc en théorie on peut le faire aussi chez le bébé, il y a des centres qui le font, chez le bébé endormi avec un biberon ou avec du chloral par exemple. Mais c'est très chronophage, ça demande beaucoup de temps. Les petits, il faut qu'ils aient un masque et pas de fuite. Il faut qu'ils se tiennent tranquilles, qu'ils ne pleurent pas. Donc l'idéal c'est endormi quand ils sont très jeunes. Et puis pour bien réussir une mesure de LCI, il faut attendre qu'ils aient 6 ans. Bien, oui, 6 ans. Ouais. On peut commencer à partir de 5 ans, mais chez les enfants assez matures. Et entraîner ceux qui sont les réguliers des EFR, petit à petit, ils font mieux. Donc surtout quand ils ne réussissent pas un examen, c'est pas grave. C'était pour essayer, tu es encore petit, tu repars avec l'angle buccal pour les explorer des kangourous, le pincelet, et la prochaine fois. Et surtout, il ne faut pas les faire, leur mettre trop de pression dans le jeu. L'idée, c'est qu'ils repartent avec le sourire et même un cadeau, même quand ils n'ont pas réussi. Un coloriage. Le hénobronchique, c'est pour mesurer l'inflammation de manière non invasive au niveau des voies aériennes, l'inflammation à éosinophile. Et puis tout ce qui est effort, test de marche de 6 minutes, épreuve d'effort sur un vélo ou sur tapis de course, dans certaines indications, on pourra en reparler.
On s'est mis, nous, depuis à peu près 8-10 ans, à faire des tests d'hyperventilation avec un capnographe. On pourra en reparler si ça vous intéresse, mais ce n'est pas l'objectif prioritaire de l'atelier. Pour les maladies neuromusculaires, on mesure aussi les pressions. C'est vrai qu'il faut pas mal de participation aussi. Donc il y a des... Donc c'est utile les EFR, d'une part pour le diagnostic, mais aussi pour le suivi des maladies chroniques, suivre aussi l'efficacité de nos traitements. Quand on met en route un traitement anti-asthmatique chez un asthmatique, il faut attendre au moins 2-3 mois avant d'évaluer l'efficacité. Dans la muco, maintenant en plus avec les nouveaux traitements, les traitements modulateurs, c'est intéressant de voir le VMS qu'on avait l'habitude de voir chuter ou les résistances augmenter. Ben, c'est magique de voir remonter avec les traitements modulateurs. Donc c'est très valorisant. Et puis enfin, c'est un outil de pronostic, les EFR. Plus on est obstrué, et moins c'est bon dans les maladies obstructives. Plus on est restrictif, et moins c'est bon dans les maladies restrictives, comme les maladies interstitielles ou les maladies neuromusculaires par exemple. Vous en avez parlé, il y a des contraintes liées à l'âge, des contraintes de matériel, des contraintes de participation. Il faut choisir le bon matériel. Bonjour. Choisir des techniques adaptées à la maturité. Donc les techniques en volume courant, c'est ce qu'il y a de mieux pour les très jeunes. Bien choisir ses normes aussi. Des locaux accueillants, mais j'ai vu que votre aile, c'était la plus belle de l'étage. Centre de consultation. Ouais. Ça a été rénové. Oui. Récemment. Et puis du personnel entraîné, motivé, j'ai pas de doute, hein, vu votre présence ce matin. Et patient. Et puis il faut prévoir du temps, parce que c'est un examen qui prend beaucoup plus de temps que chez un adulte, pour assurer l'enfant quand ils sont en équipe, quelle méthode. Expliquer, mais pas trop. Hein, tu m'as dit ça un jour. Pas trop. Ouais. Si on leur explique trop, après il y avait des préjugés, c'est moins naturel. On pose trop de questions à certains âges. Donc le matériel, tu veux peut-être en parler, Grégory? En fait, pour l'entretien et tout ça. Le matériel doit être allumé tous les jours. Chaque cabine plethysmographique doit être allumée à peu près un quart d'heure avant. Sinon, souvent elles sont déjà branchées parce qu'en fait, il y a une résistance qui chauffe une grille, hein, la grille plethysmographique. Donc il faut qu'elle soit à bonne température. Nous, on attend à peu près au laboratoire 15 minutes. Il faut qu'elle soit à peu près à 30-37 degrés. Et ensuite, on va régler les conditions ambiantes, ça c'est très important. La température, la pression barométrique et l'humidité. Ça à rentrer tous les jours, voire 2 fois par jour, parce que quelquefois les conditions climatiques changent. Ensuite, on va... Il faut éviter les courants d'air aussi. Les courants d'air, alors ça c'est normal, c'est pour ça qu'on utilise des cabines plethysmographiques, mais encore plus lors de la calibration. Quand on calibre la cabine, parce qu'il y a une calibration des volumes avant, et ensuite la cabine, il faut éviter de faire des mouvements dans la pièce, parce que ça peut donner des perturbations. Pareil pour l'enfant, hein, s'il est à l'intérieur, il ne doit pas bouger en général. Parce que la cabine de plétismo. Plétismo, je parle de plétismo. Elle se ferme et l'enfant aussi ne doit pas bouger dans la cabine. Ça c'est une erreur parce qu'il y a beaucoup de modifications des mesures par rapport au mouvement. Parce que le capteur est très sensible. Capteur de pression. Oui, le capteur de pression. Et donc ça c'est la principale utilité le matin. C'est vraiment la calibration, il faut s'y attarder. Il ne faut pas oublier d'ouvrir les bouteilles, s'il y a des bouteilles pour l'hélium ou la DLCO. Non, ça nous arrive de temps en temps. On arrive à faire une calibration parce qu'il y a une pression résiduelle de la veille, donc ça se calibre. Puis lors de la mesure, tiens, ça ne marche pas. Beaucoup de personnes, en général, on dit il y a un problème, c'est juste la bouteille à allumer le matin. Ça c'est juste une anecdote. Et la calibration ne prend pas trop de temps en fait. Hein. Le matin, on a beaucoup de machines, on va dire qu'une cabine plétismo va prendre 5 minutes pour être calibrée. Pas beaucoup plus. Voilà, c'est pas. Et ça c'est très très important parce qu'on a souvent des... Il peut y avoir des problèmes de dérive, résultats qui sont ininterprétables. De fuite. Ouais, exactement. C'est essentiellement les principales causes. Hein.
Oui, si on n'a pas calibré, le résultat va être... Et le rapport à la fin est bien transcrit, il y a vraiment un critère de qualité qui dit c'est ok, c'est pas ok. Pareil pour l'étalonnage des volumes, il y a une méthode. On ne fait pas aller les volumes doucement avec la seringue de 3 litres, il y a une certaine énergie à donner pour calibrer l'appareil. Voilà. Ça, on pourra le faire aux ateliers. Oui, on fera aux ateliers. Voilà. L'installation de l'enfant aussi, j'avais dit, parce que faut qu'il ne bouge pas, faut qu'il soit bien installé. Une position avec... Les recommandations, c'est qu'il soit assis bien droit. Il y a plusieurs recommandations par rapport aux techniques aussi. Ouais. On peut avoir la tête légèrement inclinée. Souvent, c'est les résistances des voiliers. Pour le VGT, pour la cabine, on demande d'avoir la tête un petit peu plus inclinée vers le bas. Mais bon, ça, c'est un peu difficile avec les enfants. On essaie de s'adapter. Des positions, on verra ça ensuite sur... Et puis, bon, c'est des enfants, ils peuvent avoir un chewing-gum ou un bonbon dans la bouche, il faut juste vérifier le crash. Et pour l'appareil orthodontique, il faut en tenir compte parce qu'on mesure la résistance de l'ensemble des résistances des voies aériennes. Donc, un appareil, l'appareil orthodontique, c'est juste pour ne pas le casser avec l'embout, enfin voilà, il faut faire attention. Et il y a aussi les enfants qui ont des disjoncteurs. Des disjoncteurs, voilà, pour écarter les os du palais. Donc ça, il faut l'enlever. Et puis... Des enfants aussi qui avaient eu les dents juste arrachées avant de faire les EFR. Ah ça, oui, les EFR après la stomato, des fois après une chiro-RL, on évite. Voilà, on évite. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, la dent qui bouge. Attention à ce qu'il n'avale pas la dent en mettant l'embout. On est chez des enfants. Donc, interpréter, c'est bien, mais avant d'interpréter, il faut être sûr de la qualité du mot tracé. Les chiffres, ça ne donne pas un diagnostic, on tient compte de l'ensemble de l'histoire clinique. Quand vous avez des valeurs limites, tenir compte bien sûr de toute l'histoire clinique et puis savoir contrôler avant de conclure de manière définitive quand on a un doute. Et bien sûr, avant de regarder le tracé, vérifier qu'il ait toutes les qualités requises. Je ne sais pas si vous avez tous eu le temps de lire l'article, mais il y a des tableaux de synthèse. C'est pas évident, surtout si on ne fait pas des EFR tous les jours, de retenir tous les critères de qualité. C'est pas mal de l'avoir sous le coude quelque part, ou même de l'afficher à côté de la cabine pour checker, faire une checklist. Et puis chez l'enfant, encore plus que chez l'adulte, il ne faut pas vouloir faire trop. Le mieux est souvent l'ennemi du bien, donc il faut faire un nombre limité pour ne pas épuiser l'enfant, et après ça ne veut plus rien dire. Un nombre limité de mesures. Les normes dépendent du sexe, de l'âge, de la taille, mais aussi de l'ethnie. Donc ça, il faut toujours vérifier ce qui est rentré dans votre machine. En cas de scoliose, c'est l'envergure, du bout du doigt au bout du doigt, ou alors la mesure de l'ulna avec un pied à coulisse. Et après, il y a une formule pour calculer l'envergure. Suivant le sexe, surtout le sexe, l'âge et la date de l'examen. Oui, il faut vérifier qu'on a le bon nom, mais ça c'est comme dans tous les examens, et tous ces critères-là qui soient justes. C'est évident, mais si on vous en parle, c'est qu'on a déjà eu des couacs. Bon, les normes, je ne sais pas ce que vous avez comme normes sur vos machines, si vous êtes passé aux normes GLI ou si vous êtes à Zapletal. Européenne, c'est la norme. Alors, l'État militaire, ils utilisent les nouvelles, les Z-scores. Oui, en Z-score, c'est les normes GLI. Le dernier logiciel, oui. Ça doit être les normes normales. Pour vérifier, puis que ce soit bien les normes. Sur le rapport, ça va être noté de toute façon le rapport de compte rendu en fait, des EFR. Voilà, en sachant que dans les normes GLI, il n'y a pas, pour les volumes lents, il n'y a pas de normes ethniques, c'est des valeurs caucasiennes. Et vous, je pense que dans le sud, vous avez des gens qui seraient éligibles aux normes africaines. Et je ne sais pas comment vous interprétez. Justement, on suit les courbes européennes, on n'a pas de courbes. On suit les courbes européennes. Enfin, caucasienne. Exactement. Oui, mais je pense que ça s'applique à la majorité de la population marocaine. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ceux qui sont noirs ne mériteraient pas les normes africaines. En tout mais cas, si on prend en considération la taille, il y a d'autres paramètres. Oui, parce qu'il n'y a pas le même rapport thorax sur... Généralement, dans les logiciels, il y a des moyens africains. Oui, tu fais le choix.
Pour la spirométrie, il y a des normes techniques. Mais Africa, Pour les volumes, il n'y a pas de normes techniques. ne s'applique pas au nord. Non, c'est plutôt en population noire. Voilà, ça Voilà. ne s'applique pas au Maghreb. Maghreb, on prend C'est caucasienne beaucoup aussi. plus population méditerranéenne qu'une population africaine. Donc quand il faut choisir caucasien. Bien sûr. Par rapport à nous. En attendant de faire des normes marocaines, c'est pour ça qu'on a commencé par cet atelier. Restez optimistes. Tout le monde va faire des EFR, vous allez nous donner vos normes, on va, avec l'intelligence artificielle, les data, Vous allez recruter vos enfants, les enfants des tout ça, voisins, voilà. une école. Donc les normes GLI, c'est ça. Et donc c'est exprimé en Z-score. Donc vous rappelez tous que c'est la courbe de Gauss. La population se répartit de manière gaussienne. Et quand on est inférieur à moins 1,64 Z-score, c'est la limite inférieure de la normale. Et c'est 5% de la population normale qui est comme ça. Et c'est là qu'on a fixé la limite inférieure. Et plus 1,64 Z-score pour la limite supérieure de la normale. Donc LLN, c'est la limite inférieure, upper, c'est la limite supérieure ici. Donc moins 1,64 c'est la limite, mais la limite extrême c'est moins 1,87. En tout cas, vous verrez que pour l'interprétation, c'est moins 1,64. Et pour être plus précis, c'est moins 1,645. Mais bon, on n'a pas besoin d'être autant précis, les valeurs limites, on en a parlé. Alors, vous avez des calculetti, ça va vous servir à mesurer non seulement les volumes mobilisables. Vous connaissez tous les volumes mobilisables, on regardera le graphe après, mais c'est le volume courant, le VRI, le VRE, l'ACV lente, tous les numéros en 1, et la capacité inspiratoire, c'est ce qu'on arrive à mobiliser. Et les volumes non mobilisables, c'est le volume, voilà, c'est le volume résiduel et les volumes qu'ils contiennent, c'est-à-dire la CRF, et la CPT, c'est aussi un volume qui n'est pas complètement mobilisable. Voilà. Vous voyez tout ce que c'est, le volume résiduel, le CRF. En graphe, c'est encore mieux. Donc, vas-y, je te laisse si tu veux parler de la spirographie, c'est ce que tu fais tous les jours. Donc, les premières ondulations, c'est la phase où il faut qu'il se stabilise. Voilà, c'est le volume courant. Souvent dans la cabine plexismographique, on va attendre à peu près 1 minute avant de faire l'essai, la manœuvre, parce qu'il y a une stabilisation de la température dans la cabine. Donc, sinon, il y a une dérive du volume courant. On attend bien que la ligne de base soit bien réglée, donc à la fin de l'expiration normale. Et ensuite, on commence à faire le VGT. Donc, on bloque et on va commencer à mesurer le VGT qui comprend le VGT, volume gazeux thoracique. Qui comprend tout le volume gazeux en plus du VR. Parce que là, c'est les volumes non mobilisables. On a le VR qui est juste en dessous. La cabine plexismographique va mesurer en fait tout ça, ce VRI plus VRE plus le VR. Voilà, tout ça. À la fin de cette manœuvre, on va faire une CV lente. Tout ça pour ensuite calculer tous les volumes pulmonaires avec les calculs. Donc, la CV lente. Et voilà. Principalement, ce qu'on regarde en premier, c'est la bonne réalisation de la CV lente chez l'enfant, parce que à un certain âge, il ne réussit pas parfaitement. Les parents, de toute façon, les volumes, s'il y a la CV lente, les volumes mobilisables, si la CV lente n'est pas réellement correctement réalisée. Oui. Vous avez un tableau avec les critères de qualité qui concernent ce paramètre. Et donc, pour le schéma, c'est vraiment bien de savoir de quoi on parle, c'est assez imagé. Donc, vous voyez que la CRF, on en parlait tout à l'heure, c'est le VRE, qui est un volume mobilisable, plus le VR. Et on le déduit dans cette technique-là, en mesurant les volumes gazeux thoraciques, et on déduit la CV. Et c'est très important parce qu'on se fait souvent avoir. Vous avez vu, le VR, on va en parler après, s'il est augmenté, ça vous signe une distension. C'est-à-dire qu'il est resté à haut volume et il est distendu, l'enfant. Ça donne beaucoup de dyspnée. Mais on peut parfois surestimer le VR. Comment? Vous avez vu qu'on ne mesure pas le VR, on fait une soustraction.
Si l'enfant a mal fait son VRE, et ça, la personne qui fait la technique, elle doit le signaler. Si il ne va pas jusqu'au bout de son VRE, voilà, ça majore le VR. Et donc, on peut conclure qu'il a une distension. Donc, vraiment, quand je dis que c'est un partenariat, on ne peut pas travailler sans communiquer. Nous, le technicien, soit il vient nous le dire, et on fait en direct le compte rendu, soit il écrit son rapport. Il y a toujours des commentaires sur la réalisation. Volume mobilisable pas donné à fond, ben, on interprète avec prudence. Et si on a besoin de la CRF, bien faite, avec pas beaucoup de participation, on fait l'autre technique. Qui a un petit désavantage par rapport à la cabine plétismographique. Là, on va vraiment mesurer dans la cabine plétismographique les volumes complets de gaz thoracique, donc qui comprennent aussi les gaz piégés, que la CRF par dilution. Oui, l'autre technique, c'est la CRF à l'hélium, où on fait respirer l'hélium et ça se dilue. Beaucoup plus facile, et beaucoup moins de on mobilisation. La CRF. Ça, vous l'avez, la CRF hélium, ou vous faites que en pléti, vous? En pléti. En pléti. C'est plus juste, mais les enfants plus jeunes n'y arrivent pas toujours. Donc, dans quel cas on mesure la CRF? Chez les très jeunes enfants, comme c'est en tout cas la CRF hélium, c'est un des examens les premiers qu'on peut obtenir, on le fait tout le temps parce que ça donne une idée des volumes pulmonaires. À partir de 3 ans. Voilà. Dans les pathologies restrictives, c'est intéressant. Ça peut être intéressant dans l'asthme aussi pour avoir une idée de la distension également. Voilà, dans l'asthme sévère, c'est intéressant. Dans les bronchiolites oblitérantes, les obstructions sévères. Donc quand ils viennent pour un bilan d'asthme, mal contrôlé, difficile, ou même le bilan standard, nous, on aime bien avoir cette CRF pour la suivre. Et si elle est élevée, il faut penser à la contrôler parce qu'elle peut s'améliorer son bronchodilatateur. Alors, chez les jeunes enfants, on fait en priorité la CRF hélium quand ils ne participent pas dans la cabine de plétismographie. La CRF hélium, c'est au moins 2 mesures avec une variation de moins de 10% entre les deux, pour que ce soit acceptable. Et pour la plétie, il faut 3 mesures et 5% de variation. Pas plus. Sinon, c'est une moindre qualité. Ça, c'est les jeunes. Et chez les grands, en priorité, on fait la mesure plétismographique. Toujours 3 mesures à 5%. Et s'ils n'y arrivent pas bien, on fait la CRF hélium. Dans la muco, Grégory vous parlait des gaz piégés. Il peut y avoir des gaz piégés dans la muco. Et c'est là que c'est intéressant de faire une CRF plétismographique. Parce que si on fait une CRF hélium, tout ce qui est gaz, les territoires piégés, l'hélium il ne les diffuse pas, il n'y va pas. Donc on peut minorer la CRF, la vraie CRF. Parce que comme c'est une technique par dilution, l'hélium, par dilution, là où c'est piégé, ça ne va pas. Donc pour avoir une vraie mesure, c'est la CRF plétismographique. On ne va pas passer 2 heures sur l'hélium, surtout si vous ne le pratiquez pas, mais en résumé, c'est une technique de dilution. La difficulté principale, c'est les fuites. Donc comme souvent, en EFR, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de fuite. Ça, c'est le schéma de la CRF pléti pour mesurer le VGT. Donc c'est ce que Grégory vous expliquait a cappella. Et voilà à quoi ressemble la courbe pression-volume quand elle est bien faite. Ça, c'est dans un monde parfait. Et souvent, ça s'en rapproche, mais parfois, c'est un peu plus... C'est assez particulier. Ouais, on pourra pratiquer. Il faut pratiquer, pour commencer un peu, pour l'enfant, c'est un peu compliqué. Mais parce que c'est vraiment une distension, une compression vraiment au bouchage, et l'enfant, quelquefois, a du mal à exécuter la manœuvre, voire à ouvrir la bouche. Ça, c'est vraiment les problèmes. Vous trouvez, vous, la manière de présenter l'examen pour qu'il fasse bien, mais sans qu'il surinterprète ou qu'il se mette à faire des trucs bizarres. Donc, ça vient avec l'habitude. Donc en pratique, comment ça se fait? La CRF pléti, je te laisse... la CRF pléti, on demande à l'enfant de positionner les mains sur les joues. Il ne veut pas qu'il y ait une surestimation aussi, parce que ça vous ment. Les joues vont gonfler pendant la manœuvre. Donc toujours apposer les mains sur les joues, avoir cette respiration calme,
et tranquille pendant 1 minute. Et ensuite, on prépare toujours l'enfant. Et on n'appuie pas sur le bouton sans le prévenir. Moi, j'explique toujours à l'enfant, attention, ça va bloquer. Il se prépare. Et là, il sait qu'il doit faire la respiration. Alors, dans les nouvelles cabines plethysmographiques, c'est une respiration normale. Il n'y a plus besoin de faire les allaitements comme à l'ancienne. Mais il y a encore des équipes qui le font, voilà. Il faut voir ce qu'on accompagne. Après, ça peut aider si l'enfant vraiment a du mal à le faire en respiration normale, en vous l'entourant. Moi, quelquefois, je leur demande d'aller un petit peu plus vite, un petit peu plus fort. On a quelque chose quand même de plus interprétable. Il y a des règles, hein, il faut qu'il soit entre 0,5 et 1 Hz. Ouais, voilà. Après, ça, c'est par rapport à la ventilation. Parce que à chaque fois, avant la mesure du VGT, on fait une petite série de mesures de résistance. Et voilà, il a le temps comme ça de stabiliser. Donc, bon, la cabine de plétismo, vous en avez une qui doit ressembler, si ce n'est la même. Et ça, c'est la cabine, vous voyez le gaz avec l'hélium. En fait, c'est l'hélium, c'est juste une cloche remplie d'hélium. Il y a un volume dans la machine connu, une concentration connue, un volume connu en hélium, et ensuite connecté au circuit de l'enfant, on va dire. Et après, c'est juste une dilution, une simple dilution qui va prendre. Donc l'importance de ne pas avoir de fuite. Voilà. S'il y a des fuites, ça veut très important. On peut se rester les raisons. Et à la fin, on mesure la concentration finale, on en déduit le volume de l'enfant, de la scène. Voilà, donc un spirogramme normal, un patient qui a bien travaillé, qui n'a pas de restriction ni d'obstruction. Et qui va, qui souffle, là on change de chapitre, on passe au second. Et il a en plus les volumes normaux, et vous voyez qu'il a un temps d'expiration très prolongé. Et le débit, il est nul. Enfin, il n'y a plus de variation. La courbe est horizontale. On va arriver à un débit de 25 millilitres par seconde à la fin pour commencer à dire qu'on n'a plus d'expiration. Donc on en parlait tout à l'heure, la distension, c'est quand il y a une augmentation d'un de ces paramètres. Mais bien sûr, je leur dis, mais parce que beaucoup de gens interprètent et on voit des comptes rendus sans s'interroger sur la valeur de la technique. Et encore une fois, la CRF on la mesure, le VGT on le mesure, le VR on le déduit du VRE. Donc il faut penser à regarder la qualité du VRE pour savoir si le VR n'est pas surestimé et donc le VR sur le CPT n'est pas surestimé. Comment on définit une distension, si elle est légère, modérée ou sévère? Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de définition consensuelle. Nous, on s'est réunis avant-hier avec les 3 hôpitaux parisiens pédiatriques et on s'est mis d'accord sur cette définition-là pour dire légère, modérée ou sévère. On a trouvé que c'était important de tous conclure pareil quand même dans la même région. Et dans la littérature, on a cherché pour essayer de se départager sur les quelques éléments sur lesquels on n'était pas d'accord, mais il n'y a rien de... Personne ne se mouille en fait. Donc nous, pour parler de la même chose et pour faire des études ensemble, on s'est mis d'accord sur cette définition-là. Donc, mesure de volume. Les volumes, ceux-là, sont augmentés et bien réalisés, c'est une distension. Quand ils sont abaissés, ça s'appelle... Quand les volumes sont abaissés, ça s'appelle un syndrome restrictif. Exactement. Donc, la définition, c'est quand la CPT est inférieure à la limite inférieure de la normale, ou moins 1, 74 Z-score. Et voilà un exemple de spirogramme. Vous voyez, on est plus bas en volume. Tout à l'heure, on était dans les 4, là on est entre 2 et 3 pour le volume courant. Il monte et il n'est pas obstructif celui-là. Il a une maladie restrictive. Le tableau des critères de qualité, on ne va pas le lire, mais ça, il faut vraiment vous l'approprier. Vous l'avez dans l'article. Faites le QR code de Naïma et vous l'aurez. Et au quotidien, il faut l'utiliser pour interpréter, pour rendre vos rapports avant interprétation.
On passe au volume forcé, donc c'est super. Chez l'adulte, c'est assez facile à obtenir. Chez l'enfant, c'est pas évident. Chez l'enfant jeune, c'est vrai, et parfois chez certains ados. Oui, beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez les mêmes ados que nous, je pense, très anxieux depuis le Covid, encore plus anxieux qu'avant. Ils ont un pattern de respiration complètement anarchique. Ils ont du mal à contrôler leur respiration et à faire comme il faut. Et le technicien vient me dire en me disant, lui, il a un syndrome d'hyperventilation, c'est sûr. Et 95% des cas, ils ont raison. En le voyant respirer, ils savent prédire si mon test d'hyperventilation va être positif. Mais c'est un... Avant, on ne les repérait pas, ces syndromes d'hyperventilation. On n'en parlait pas, hein, quand tu es venu il y a 15 ans. Ouais, c'est vrai. Et c'est à peu près il y a 8 ans qu'on a investi dans une machine et qu'on s'est vraiment... Ils n'arrivent pas à expirer complètement. Ouais, voilà. Incroyable. Respiration. L'expiration, et puis même, ils n'arrivent pas à stabiliser leur respiration, ça va dans tous les sens. C'est vraiment dommage. Ouais. Chose qu'on voit peu chez les enfants de moins de 6 ans. Oui, et même de moins de 8 ans. Je sais qu'à partir de 6 ans, ça commence à devenir, je sais pas, compliqué. Ça, c'est quand ils réfléchissent trop, il ne faut pas trop leur expliquer ça. Vas-y, respire tranquille. Moi, pour faire mon test d'hyperventilation, j'ai besoin d'une phase de stabilité avant. Mais ils me disent, alors c'est quoi ce test? Je te dirai après. Respire tranquille. Donc voilà un enfant de 4 ans. Qu'est-ce que vous pensez de sa courbe? Bon, c'est pas mal, hein, pour 4 ans. Ouais. Bon, on peut voir que s'il avait eu 2 ans de plus, on aurait aimé que la courbe, là, elle ne s'arrête pas comme ça. Il aille un peu plus loin. Donc, cette courbe, on va l'interpréter avec réserve. Et on va compléter cet examen par une mesure des résistances. Ouais. Systématiquement, on fait les deux. On fait les résistances et les courbes des. Après, on voit, en général, on fait souvent le bronchodilatateur sur les résistances. Oui, quand la courbe ne vous a pas convaincu. Mais chez lui, quand même, la bleue, c'est avant salbutamol, la rouge après. Elle a le même aspect, donc c'est pas un phénomène d'apprentissage, mais il s'est quand même amélioré. Et son DEP, il l'a donné assez vertical, hein. Vous voyez, le DEP, il est là. Il n'est pas comme ça, il ne monte pas comme ça. Je montrerai des mauvais DEP qui ne montent pas à la verticale. Lui, il a pas mal réalisé pour un enfant de 4 ans. C'est juste l'expression qui n'est pas suffisamment prolongée pour qu'on soit parfaitement content. Donc on complète par des résistances pour être sûr de notre conclusion. Oui, ça c'est les logiciels incitatifs, il y en a sur toutes les machines. Il faut voir si ça vous plaît, ce que vous aimez utiliser. Grégory, je le vois souvent faire le bowling. Le hibou, pas trop. C'est un hibou? Non, c'est un pilote. Enfin, c'est Icarus. C'est Icar. L'homme qui voulait voler. Mais le bowling, c'est pas mal. Ouais. Parce que ça fait vraiment aller l'expiration. Mais le problème du bowling, c'est parfois, ils font le strike, ils s'arrêtent, mais ils ne sont pas allés au bout. Ils auraient pu continuer. C'est sûr. Mais bon, s'ils font le strike, ça veut dire qu'on a nos critères. Bon, ça c'est ce qu'on vient de vous dire. Hein. Chez le jeune enfant, il n'y a plus de critères de durée, de combien de secondes d'expiration aussi drastique que dans les anciennes recos. Mais bon, il faut qu'il fasse au moins 1 seconde, sinon on n'a pas de VEMS. Au moins 1 seconde d'expiration. Au moins. Chez les enfants de moins de 10 3, ans, c'est mieux. De moins de 10 ans, 3 secondes, c'est bien. Au-dessus de 10 ans, on est plutôt sur 6 secondes d'expiration. Vous savez bien interpréter la courbe des bivolumes? Vous comprenez? Alors vas-y. Ici, en fait, on a l'inspiration et là, on a l'expiration. Donc, il faut surtout voir... Donc là, on a les volumes, bien sûr, et là, on a les débits. L'inspiration est vraiment ici, et là, on a ensuite l'expiration, donc avec le VEMS, donc, le volume expiré à la première seconde. Et ensuite, on a les plus petits débits, ça commence à ralentir jusqu'à 40%, c'est ça, de l'expiration. Oui, les débits sont effort dépendants jusqu'à 30-40% de l'expiration, et après, ça devient dépendant d'effort, parce que les voies aériennes sont très petites, en fait, au-delà. Mais surtout... Donc c'est moins effort dépendant. Nous, ce qu'on regarde surtout, c'est l'aspect vraiment inspiratoire, et aussi les quelques premières
dixième, 2 secondes de l'expiration. C'est important parce que la technique va en dépendre. Voilà, il faut qu'il fasse son DEP, qui monte quasiment verticalement, qui ne tousse pas, qu'il n'y ait pas un décroché dans la réalisation du DEP. Pas d'hésitation. Et puis, je crois qu'il y a un cas clinique après très rapide, mais bien regarder les courbes inspiratoires. Mais bon, on en reparlera un peu plus loin. Donc les critères de début et de fin, c'est ce que tu disais. Sélectionner la meilleure courbe. Donc c'est celle qui a le meilleur VMS plus CVF. Et en général, vos logiciels le font automatiquement. Donc, voilà. Et il y a un œil critique. Si c'est une courbe qui s'est arrêtée brutalement, vous la dégauchez. Vous en choisissez une autre. In fine, c'est vous qui avez la main au final. On fait 3, entre minimum 3 et 8 maximum courbes débit. Et on prend oui, parce que parfois on veut être perfectionniste. Non, il peut mieux faire. Non, on ne fait pas 15 courbes. Ça les épuise. Après, le logiciel choisit la meilleure. Et quand on a une hyperactivité bronchique, un asthme, parfois de faire ces manœuvres forcées, ça provoque un gros espasme. C'est raisonnable. Donc le VEMS, on en a parlé, c'est un paramètre très important chez le grand enfant qui arrive à faire une courbe débit-volume. On l'interprète s'il est bien réalisé. S'il est AVC, ça marque une obstruction. Dans un syndrome restrictif, il peut être AVC sans que ce soit une obstruction. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder aussi le rapport VEMS sur CVF. Voilà. Et on n'a juste pas parlé de l'aspect de la courbe, hein. Vous le savez ça. Mais une courbe obstructive, elle est concave. Donc elle va être comme ça, je vous montrerai des exemples après. Une courbe normale, elle est comme ça ou un peu plus convexe vers le haut. Voilà. Et les critères d'acceptabilité de la courbe, c'est plus de 6 ans, moins de 6 ans. Moins de 6 ans, il faut au moins 2 courbes acceptables, reproductibles à 100 ml ou 10% de la meilleure CVF. Et plus de 6 ans, c'est au moins 3. Et à 150 ml. Et après, on est un peu moins bon si c'est 200 ml pour le plus de 6 et 150 pour le moins de 6. Aussi les critères, là aussi on s'est mis d'accord avant-hier, en tout cas dans notre région. Il n'y a pas de débat, hein, l'obstruction bronchique, c'est quand le typhno est inférieur à la limite inférieure de la normale, ça c'est facile. Après, il y a les recos ERS, il y en a d'autres, mais c'est celle-ci qu'on a choisie parce que c'est les plus adaptées à la pédiatrie. Et il faut que le VMS soit supérieur à moins 1,64 Z-score. Ou le VMS sur CVF supérieur à moins 2 Z-score. Et on parle de réversibilité. Après avoir fait une allécation microgrammes de salbutamol, on a une amélioration. J'ai écrit modification, mais il faut être plus précis, c'est une amélioration du VMS et ou de la CVF de 10%. Avant, on disait 12% de la valeur pré-bronchodilatateur. Depuis le dernier technical standard de ERS, c'est 10% de la valeur théorique, de la valeur prédite du patient. Donc moins 1,64 pour les enfants et les adultes. Parce qu'avant c'était 0,90 pour l'enfant, 0,64 pour la maman. Maintenant, comme on a les normes GLI qui sont adaptées à l'âge, on prend ça pour tout le monde. Mais ce qui n'a pas changé, c'est qu'en pédiatrie, ça c'est l'objet d'un autre, ce serait l'objet d'un autre sujet, je crois que je vous en parle après, je vous ai mis une étude, pour vous convaincre que la mission quand on travaille en pédiatrie, c'est de garder des EFR au plus haut niveau. Si un enfant est capable d'avoir plus 1,64 Z-score ou plus 2 Z-score, et qu'on arrête le traitement de fond, il descend à 0 Z-score ou moins 1 Z-score, il reste normal, mais il a perdu. Donc il faut aussi s'intéresser à l'évolution chez un même enfant. On ne va pas le laisser à moins 1 Z-score alors qu'il est capable d'avoir plus 1,64. Donc tu as raison de souligner ça. Il faut arriver aux valeurs optimales et aux valeurs optimales pour l'enfant. Bien sûr, en étant raisonnable sur les doses de corticoïdes inhalés, ça c'est sûr, on ne va pas le surtraiter pour traiter des EFR. Mais souvent, quand ils perdent 20 points de VEMS en restant normal, ils ont quand même des symptômes quand on cherche bien. À l'effort, la nuit. J'ai un malade comme ça, Roland, oui. chez qui j'ai arrêté le solaire. Maintenant, ses EFR ils sont moins bonnes qu'avant. Mais il n'y a pas de symptômes.
il a des recours à la ventolie, comme il est sous serrétine. C'est comme l'équivalent de l'atout équivalent d'asthme. On va dire un contrôle acceptable. L'équivalent d'asthme, la spirométrie normale, mais quand on fait la réversibilité, il y a quand même une limitation. Oui, moi je milite pour faire la réversibilité vraiment de manière quasi systématique. Tu peux en témoigner, hein? Systématique, ça même va, si il a 100%. Ben non, la dernière fois il avait 115, donc voilà. On fait la réversibilité. Et je vois docteur Aboutam, je fais un bronchodilatateur, même si c'est normal. Oui, mais parfois j'ai des collègues qui m'appellent, comment ça se fait que vous n'avez pas fait la réversibilité? Bah oui, t'as pas signé, voilà. Donc toujours faire la réversibilité, même si vous avez des valeurs normales. Normal pour l'enfant. Non, mais si elles sont normales pour l'enfant, on ne va pas gagner, si elle a 120% et que c'est sa meilleure valeur, là je ne vais pas faire la réversibilité. Mais s'il a 100% et qu'avant il avait 110. Justement, mais la première fois, il faut toujours faire. La première, oui, j'avais pas entendu. La première, même si c'est 140%, on fait la réversibilité. Ça veut dire qu'on peut gagner des choses dans la avoir la meilleure valeur pour le patient. Tout à fait. Ouais. La courbe de Gauss, c'est bien sur la population, mais ce qui est encore mieux, c'est le patient comparatif. Et donc, pour avoir ce comparatif, bien sûr, première EFR, réversibilité systématique. Donc, voilà un exemple de EFR. Vous voyez, bon, l'inspiration, on en parlera après, mais il montre bien son expiration. Il arrive au DEP, il est quasiment à 8 litres. Il n'a pas hésité, il n'y a pas de décroché. Et il souffle, la courbe est bien convexe, elle n'est pas concave. Et elle ne s'arrête pas brutalement, elle ne s'arrête pas comme ça. On est bon. C'est une courbe de bonne qualité qui est dans les normes. Vous avez vu, hein, la courbe noire, c'est la norme avec les intervalles de confiance. Elle est pile au milieu. C'est une courbe de volume normale. Voici une autre courbe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette courbe? C'est un enfant de 14 ans. Je ne sais pas l'histoire, peu importe. On regarde la spirographie, les volumes sont tous dans la norme. Et si on regarde les chiffres de la courbe des bivolumes, on est assez satisfait. Et on a envie de conclure EFR normal. Ouais, mais on se dit quand même, mais pourquoi il a 145% de débit 25? Pourquoi il a un débit 25 augmenté? Et c'est là que c'est intéressant d'avoir la courbe. Il n'est pas fermé là. Oui. Elle n'est pas fermée. Ça veut dire... À la fin, ça descend. Et ben voilà. Ouais. Il n'est pas allé au bout de sa CPF. Donc, quand on fait une petite courbe, quand on respire comme ça tout petit, on est capable de faire une courbe très convexe, mais ça donne des débits distaux faussement élevés. On ne peut pas interpréter cette courbe-là. Hop, ça s'arrête net. Bah oui, Naïma, tu ne pourrais pas voir. Voilà, donc qu'est-ce qu'on conclut? Ininterprétable. Et donc, on sait que la CVF n'a pas été donnée à fond sur cet aspect de la courbe. Sur la valeur élevée du rapport VMS sur CVF, vous voyez, il y a 98%. Donc, c'est 130% de la normale, ça, à l'ancienne. Et puis la valeur élevée du débit 25 ici. Il y a un faux débit 25. Un autre exemple, qu'est-ce que vous pensez de cette courbe? Donc 12 ans, je ne sais pas l'histoire, mais voilà. Ça arrive hein, qu'on vous les envoie, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'info. Donc vous voyez là, le trait là, c'est la CVF normale attendue pour ce patient, en fonction de son âge, de sa taille. Il est vraiment très loin, donc il a une CVF très abaissée. Donc on a envie de lui mesurer les volumes, et si on lui mesurait les volumes, d'ailleurs on lui a mesuré, mais on ne vous a pas mis le spirogramme, il a une capacité pulmonaire totale à 56%. Et croyez-moi, là je ne vous ai pas mis les graphes, vous ne pouvez pas contrôler, mais le technicien n'a signalé aucune erreur dans la technique. Donc c'est une vraie CPT à 50%. Et c'est concordant, vous voyez, la CRF de l'homme, 61, on est proche. Donc si on a un doute, est-ce qu'il a bien fait la CPT? La CRF faite avec une autre technique, et aussi abaissée dans les mêmes proportions. Donc on peut conclure que ce patient a un syndrome restrictif.
Alors, quand on a un syndrome restrictif, est-ce qu'on peut être restrictif pur, mais aussi on peut avoir un syndrome mixte. On peut être à la fois restrictif, ça sent le vécu, vous en avez déjà vu. Et pour conclure, s'il est aussi obstructif, donc s'il y a un syndrome mixte, on regarde le rapport de Tifno, qui est à 40% ici, 57% là, donc qui est abaissé. Donc, vous avez raison de conclure que c'est un syndrome mixte, trouble mixte, et vous pouvez rajouter sévère, puisque c'est très abaissé. Et un Tifno très abaissé. Là, dans ce cas, il faut quand même se pencher sur l'histoire clinique. Non, mais bien évidemment. Par les indications de l'auteur, on peut avoir des résultats attendus. Donc, on se pense sur les résultats qu'on devrait. Oui, par exemple, oui. les orthopédistes. C'est juste que là, je n'ai pas détaillé. Des patients pour évaluer le syndrome justement restrictif pour faire ou pas. Et là, on cherche s'il y a des équivalences. Donc, dans la conclusion, bien sûr, on va dire trouble mixte sévère. On va regarder s'il a déjà eu des EFR avant, comparer l'évolution. Ça, c'est très important dans l'interprétation. On compare le patient par rapport à lui-même. Est-ce qu'il y a eu une chirurgie? Est-ce qu'il y a eu une chirurgie prévue? Etc. Comment il a évolué? Oui, bien sûr, la clinique, ça prime. Et la clinique a besoin de la fonction. Et il faut qu'elle soit de bonne qualité. Et pour qu'elle soit de bonne qualité, il faut, quand on interprète, s'intéresser à la clinique, bien sûr. Et compléter si nécessaire. Parce que là, en fonction de la clinique, on aurait pu demander une diffusion, par exemple, un test de marche, une épreuve d'effort. Alors, un autre patient, 14 ans, aussi Cespirose. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne vous ai pas mis les chiffres, mais le CV, elle est normale. On peut imaginer qu'il n'a pas de syndrome restrictif. Mais on regardera les volumes totaux complets pour confirmer ça, l'absence de syndrome restrictif. Et on voit que les débits expiratoires sont abaissés. Donc, chez ce patient, il y a une cause d'obstruction bronchique sévère. Et lui, c'était une sténose trachéale. Donc, ce n'était pas bronchique, c'est en deux temps. On est aplati en inspi et on est aplati en expi. C'est la fameuse forme un peu rectangulaire. Donc, c'est bien de regarder les courbes expi, mais il ne faut pas oublier les courbes inspiratoires. Il faut faire un mix pour interpréter la courbe inspiratoire. Un enfant qui fait une courbe spiro comme ça pour de l'asthme, et on n'insiste pas trop sur la bonne réalisation de la courbe inspiratoire, on ne peut pas conclure, on peut conclure la corde. Donc il faut vraiment s'assurer que l'inspiration a été donnée à fond. Et c'est pour ça, c'est un partenariat. Il faut vraiment que les techniciens disent ouais, mais la courbe inspiratoire, je ne suis pas sûre, il n'a pas donné à fond, il n'a pas réussi, etc. Là, c'était donné à fond et ça donne cette courbe rectangulaire, typique de la sténose trachéale. Et là, c'est une de mes patientes que j'ai vue il n'y a pas longtemps, 15 ans, sous-xolaire pour un asthme sévère, magnifique. Elle est passée de plusieurs exacerbations par an à aucune, elle a normalisé ses EFR, elle en faisait jusqu'à 8 par an avec prednisone, vraiment une sévère. Le xolaire très rapidement efficace, et puis après un an de bon contrôle, j'ai un appel, ah oui, ça ne va pas du tout, j'ai refait des crises, j'ai pris du Solipred, je la fais venir, interrogatoire. Elle avait aussi des précordialgies. Ah oui, mais j'ai vu le cardiologue, il a dit que c'était pas clair, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle avait? Bah, décris-moi tes crises. Ah, c'est vrai qu'elles ont changé les crises, c'était plus des crises inspiratoires, un peu bruyantes, des palpitations, des vertiges. Et donc voici sa courbe. Pardon? Il y a un problème à l'inspiration. Mais j'ai demandé à Grégory, il m'a dit ah non, elle a super bien fait, elle a donné à fond, et puis elle l'a refait plusieurs fois. Donc une fois c'était comme ça, alors elle a réussi une fois à faire un peu mieux, donc un peu intermittent. Vous pensez intermittent, quand on vous forme à réaliser des EFR, on dit vous gardez les meilleures courbes. C'est vrai, je vous l'ai dit aussi. C'est vrai parce que ça donne la résistance du système respiratoire. On ne peut pas conclure obstruction bronchique sur des résistances petit élevées.
Sauf si on a une réversibilité et que ça se normalise. Là, par déduction, on considère que c'est débranché. Mais quand c'est élevé, ça reste élevé, on peut dire obstruction des voies respiratoires, des voies aériennes. Et c'est peut-être juste les animaux. Donc, il faut faire associer à l'examen clinique. Il ne faut pas qu'il mâchonne, qu'il déglutisse, qu'il ouvre la bouche, mais ça c'est avec toutes les techniques. Il n'y a pas d'occlusion. En général, c'est l'examen le mieux réussi. Le mieux réussi, mieux que le trémoflo? Sur l'identique, le trémoflo, c'est plus rapide. Plus rapide, et l'avantage du trémoflo, on a une emprise sur l'enfant. Il est devant nous, on a le... Oui, tu peux tout vérifier. Tout vérifier, on est obligé continuellement de vérifier que la cabine, elle est enfermée, on n'a pas d'accès. Si l'enfant la bouge, surtout bouge, c'est plus compliqué. Le trémoflo, c'est plus facile. Le trémoflo, il a plusieurs avantages par rapport à ça, mais il permet de... Certains troubles obstructifs sont beaucoup plus évalués avec le trémoflo. Oui, ça permet de dire où c'est obstrué. Où c'est obstrué, ça permet d'avancer un petit peu dans le diagnostic de l'asthme. C'est une situation où on n'arrive pas vraiment à faire la tranche entre... Ouais, tu fais une diapo juste après. Voilà, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Parce que on a commencé à en avoir au Maroc, il y a prestataires qui commencent à... Un trémoflo? Ah ouais. Et puis je ne sais pas si vraiment il faut y aller, donc c'est pour ça que je suis contente que vous en parlez. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de l'acheter? C'est intéressant. Hospitalier ou pas? Ouais. Je pense que ça apporte un plus par rapport aux coagulopathies chroniques obstructives, asthme. Nous on l'a depuis un peu plus d'un an. On en est content quand même. Parce qu'on fait en même temps les trois mesures, les résistances plethysmographiques, les oscillations, ils peuvent faire des courbes de bivolume et on est en train d'essayer d'analyser. Et il permet aussi de donner l'obstruction par territoire. C'est ça. oui, On n'a jamais manipulé et quand j'ai vu que ça... Il faut se faire son idée. Nous, la première impression est positive. Il y a quand même des situations où on a été étonnés. La semaine dernière, on voit un grand, 17 ans, qui fait une belle courbe des bivolumes. Il a une dyspnée ciliaire, il est en exacerbation. Donc une courbe des bivolumes très obstructive. Les résistances, on n'a pas fait les plétis, on a juste fait les oscillations. Et là, en trémoflo, il était normal. Voilà. Il faut... Oui. Des fois, ça m'a peut-être malade. Non, on a vérifié la technique avec notre fille. C'est une mesure de pression par quelle méthode? Par oscillation forcée. Aussi oscillation forcée. Ouais. Donc c'est un nouvel appareil, mais c'est le même principe. Oui, c'est à peu près en gros le même principe. C'est juste on va le voir. Le prestataire, on va le voir l'après-midi. C'est lui qui fait cet appareil. Il y a des normes, il y a des publis super chez l'adulte, chez l'enfant. Nous, on a pris les normes du charme pour l'enfant. C'est validé, c'est clear cut. Mais dans la vraie vie, le plus souvent on est content, hein, bien sûr, parce que Grégory, tu commences à avoir une cinquantaine d'enfants où tu as tout mesuré. Et c'est ce patient-là où j'ai trouvé que c'était discordant. Il y a quelques dossiers discordants. En fréquence assez basse. Oui, mais si on regarde ER5 ou AX, voilà. Après le détail, c'est... On le verra cet après-midi ou demain. Ouais. Tu me diras, Grégory, c'est vrai. Non, c'est pas pour vous dire. Pour bloquer. Pour bloquer, comme ça va être... Voilà. Et on le verra, tu nous diras ce que vraiment il faut y aller ou pas. Parce que ça ressemble à... Moi, je pense qu'il y a des enfants claustrophobes qui ne vont pas rentrer dans la cabine de plétis. Oui, il ne faut pas faire des résistances. Ça dépanne, hein. Vraiment. Chez les petits, c'est super. On verra ensemble, tu me diras si tu veux vraiment y aller. C'est le trémoflo, c'est même que nous. On a hésité à en ramener un justement, mais c'est le prestataire bien. Donc bon, voilà à quoi ressemblent des courbes normales, hein, le débit et le volume, on a soumis en expi. Ça c'est idéal comme courbe, normale, et la D elle est obstructive, donc elle est penchée. Parce qu'il faut plus de pression pour obtenir le débit. Et ça c'est dans la vraie vie, quand je ne sais pas super bien fait, donc quand vous avez des courbes comme ça, poubelle, on ne peut rien en tirer, c'est trop ample, c'est mal réalisé. On fait 3 séries de... Voilà, il faut faire plusieurs séries. On fait 3 séries de respiration bien parallèles, avec des
c'est vraiment des courbes. Oui, il faut que la droite qui passe les deux points là soit parallèle entre elles. C'est la reproductibilité. De toute façon, pour la machine, il faut 3 séries, sinon on ne rend pas le résultat. Ça, c'est bien. Donc voilà la technique. On attend la stabilisation, il a bien surpassé, les mains sur les genoux, pas de fuite. Il déglutit pas, il mâche pas, il n'a pas un mot, il n'a pas un chewing-gum. Et il respire entre 30 et 45 par minute. On n'est pas obligé les mains sur les genoux. Pour les oscillations, on est obligé. Ouais, on est obligé pour les oscillations, mais pas pour la petite. Et le débit ça correspond à ça. Hein. Il faut qu'il soit entre moins 0,5 et plus 0,5. En gros. Ça veut dire des petites respirations. Ça veut dire des respirations pas trop grandes. Voilà. 3 séries acceptables, c'est ce que tu disais. Et puis, pour la qualité, la fréquence respiratoire. Si vous faites une réversibilité, c'est important qu'elle soit la même, à peu près, entre pré et post bêta 2. Parce que quand la fréquence augmente, les résistances augmentent. Et donc, si ça diminue, les résistances diminuent. Donc, on peut conclure à tort à une réversibilité, il n'a juste pas respiré à la même fréquence. Ça, c'est important. Voilà. Donc, plus la fréquence augmente, plus les résistances splittées augmentent. Donc, interpréter une réversibilité avec prudence si la fréquence n'est pas la même. Et voilà le trémolo. Donc là, elle a bien les mains sur les joues, le pince-nez. Là, c'est l'opérateur qui tient, mais il y a des enfants. Non, les enfants, ils ne tiennent pas parce qu'ils se tiennent les joues. Ouais. Mais il y a des enfants, vraiment, ils viennent, ils sont dans leur salon, ils le mettent dans la bouche. Et puis, voilà. Ils se l'approprient très vite cet appareil. On a un 2 ans et demi qui a réussi, un petit muco. Les enfants qui sont déjà c'est une ancienne méthode qui a été rénovée. Le trémolo. Oui, ça a été rénové. Alors, du coup, on ne comprend plus très bien tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc, il n'y a pas de. Voilà, on a moins de contrôle qu'à l'ancienne. Avec les techniques de résistance par oscillation à l'ancienne que moi, je n'ai pas connues. Moi, j'ai eu directement ça. Vous ne faites pas d'étalonnage, c'est ça? Chaque jour? Si. Tous les jours? Tous les jours, il y a tous les appareils. Il y a un étalonnage avec une sorte d'étalon. Mais ça, c'est rapide. Hein. L'étalonnage, ça dure 15 secondes maximum. Voilà. C'est très rapide. Et l'étalon dure 1 an. Dans les trucs importants, avant de prendre la décision d'acheter le Trémoflo, Grégory, la panne qu'on avait eue, c'était quoi la pièce qu'il fallait remplacer, qui avait une date de péremption? C'est ça, c'était l'étalon. Ouais. C'est valable 1 an. Ça coûte combien? 1 000 €. Donc voilà, il faut en dire à l'achat. Mais je regarderai parce que je me trompe peut-être. Non, mais ça, c'est une question à poser au prestataire, justement. Voilà. À négocier. Parce que nous, qui ne négocions pas, c'est le service des achats qui négocie. Ils nous l'ont livré et ça se périmètre 3 mois après. Et il a fallu quand même qu'on paye, non? Non, c'est assez parti. Oui, ça se périmait, mais maintenant, ils ont changé leur façon de faire. Il faut les appeler, ils préparent le packaging, tout ça. Ils nous l'envoient et une fois qu'on l'a reçu, on les appelle, ils leur donnent un numéro comme quoi la date de péremption passe. Oui, mais enfin, il faut bien négocier. Hein, parce que comme le oignon, quand on ouvre, il y a une date de péremption. Non, là, il faut juste la valider juste avant l'utilisation. Et ça, c'est plus conscient qui fait ça. Oui, après, c'est 1 an. Après, c'est 1 an. À partir de la... Non, ils feront directement avec vous. En fait, le jour où on l'utilise, où la blotte est périmée, elle a encore 30 jours de péremption, il active en fait, à distance. Voilà. Prestataire, c'est extrait, ils ont fait ça. Franchement, je ne sais pas. Et donc, il y a les normes du Charles, c'est à partir de 2 ans. Vraiment fiable, si vous souhaitez. La faisabilité, plus de 90% dans la littérature à partir de 3 ans, et chez les 2-3 ans, 1 sur 2. Bon, sélectionnez vos patients.
pas hésiter à ce qu'ils repartent avec le pinceau, l'embout. Il y a une question de filtre aussi, hein. Grégory, le Tremoflo, il a un filtre spécifique. Ils ont un filtre adapté. L'appareil a été calibré avec ce filtre-là. Ce sont vraiment leurs filtres. Et qui sont chers aussi, à l'usage. Et moi, je m'étais amusée à me mesurer moi-même avec nos filtres pas chers et leurs filtres à eux, c'est pas les mêmes mesures. Et donc, c'est ce que tu disais, ça permet de mesurer, donc le R5, c'est ce qu'on regarde le plus, ça reflète la résistance totale, donc des voies centrales et périphériques. Et puis le R520, lui, ça nous donne la variation entre R5 et R20, donc c'est l'hétérogénéité au niveau pulmonaire, ça reflète la contribution des voies périphériques sur la résistance totale. Et AX qui est représenté là, c'est l'air sous la courbe de la réactance, et c'est le reflet d'une obstruction des petites voies aériennes. Donc une atteinte périphérique. Et le X5, c'est la variation de cette réactance entre l'inspi et l'expi, et ça c'est un reflet d'un collapsus dynamique des voies aériennes. C'est la différence entre inspi et expi. Donc voilà un exemple de résultat de patient normal. Tu veux interpréter, Grégory? Tu veux montrer? Donc l'interprétation pour les débutants. Si je suis dans le vert, c'est bon. Je vous dis ça, mais c'est parce qu'un jour, on s'est dit, mais bizarre, il est dans le vert, mais il est à plus 3 Z-score et un truc. Et donc, pour une raison de paramétrage du logiciel, ça disait n'importe quoi là-haut, c'était pas la bonne échelle. Ils nous ont fait faire des manœuvres en ligne et on a corrigé ça. Donc, je dis ça pour rigoler, hein. Pour les débutants en vert, c'est bon. Non, il faut quand même avoir un œil critique surtout. Et pas se faire avoir. Excuse-moi, vas-y. Donc, en premier, on a les résistances R5, qui est ce tracé-là. Là, il y a la coupe foncée en général, c'est le post-bronchodilatateur. Donc, avec la limite supérieure à la normale, elles sont au-dessus, c'est que les résistances sont anormales. Hein. Et ensuite, on a la réactance, la courbe de réactance, avec la limite inférieure, donc en dessous de ces pointillés, c'est anormal, hein, la réactance. Et on voit bien que surtout sur la courbe de R5, il n'y a pas de variation fréquence-dépendance. C'est-à-dire qu'on commence à avoir vraiment un sujet qui est obstructif, il va y avoir vraiment à chaque fréquence un aspect de la courbe assez particulier. Moi, souvent, je vois des aspects monter en fréquence assez basse, au-dessus des normes, inférieures à la normale, et ensuite ça fait un aspect cuvette. Donc c'est vraiment pas rectiligne. Chez un sujet normal, ouais. la coupe, disons, le tracé doit être rectiligne. Il n'y a pas trop il y a une sorte d'homogénéité. Ouais. Et donc ce que tu dis, c'est que R5-20, donc la différence entre R5 et R20 est proche de 0. Ouais. Donc il n'y a pas d'inhomogénéité, en quelque sorte. Et donc le deuxième tracé, là, on voit plutôt la réactance, plutôt l'obstruction périphérique. Souvent, quand on voit une obstruction périphérique, c'est sur ce tracé-là. Okay. Donc le R5-20 proche de 0, c'est pas d'inhomogénéité entre proximal et distal. Et le AX proche de 0, c'est qu'il n'y a pas de différence de réactance entre inspi et expi. C'est un peu l'élasticité. Il reste beaucoup parce qu'on peut passer aux techniques. On peut passer aux ateliers, on peut accélérer. Oui, on va aller accélérer sur le Thermoflo, parce que ce n'est pas la machine qu'on a maintenant sur laquelle on va travailler. Donc, voilà juste l'aspect en cuvette dont vous parlez, Grégory. Et le code couleur dont moi je vous parle, pré-post bronchodilatateur, d'obstruction réversible. C'est les Z-scores, donc c'est les mêmes chiffres. Les Z-scores, c'est du classique. La réversibilité, vous avez de l'interruption de vie pour la résistance? Oui, pour la résistance. Et puis on en a sur la machine de Sherzade, c'est bon? Qui parle plus de la machine de Sherzade? Bon.
Bref, en interruption de débit, c'est 35% de réversibilité. En oscillation, c'est 40% pour R5 et 50% non, et 80% de diminution pour la X. Et pour la plétie, moins 33% si on prend les RO par rapport à la base, ou moins 45% par rapport au crédit. Si on prend les SRO, c'est moins 35% ou moins 56% de crédit. Et pour les SR05, nous, c'est le paramètre qu'on utilise de prédilection, c'est moins 42%. D'après un article de Bruno Mahut il y a quelques années. Test à la métacholine, on va peut-être passer rapidement. On n'en a pas. On ne fait pas, alors je vais très vite. Bon, la réversibilité, on en a parlé en long, en large, en travers. Parfois, on fait des tests au corticoïdes oraux. Ça, c'est un exemple de courbe non réversible sous salbutamol, sous son non réversible. Ça, c'est partiellement réversible. Le bleu s'améliore, mais il n'est pas encore dans la norme. Là, il y a une histoire. Pré et post. Regardez, là, sur une des courbes, il s'est arrêté brutalement. On aurait pu se faire avoir. Testocorticoïde. Donc vous marquez comme un rapport. Là, il ne faut pas la rendre. Voilà. Il faut refaire cette courbe-là. Il faut marquer à refaire. Mais le technicien, normalement, doit voir et le refait en direct. Il rend pas ça. D'accord. Ben, c'est pour les infirmières. Donc il faut le refaire avant de le donner au médecin pour l'interprétation. Ça, on a déjà eu cette discussion. Quand est-ce qu'on fait un test de réversibilité? Tout le temps, quand c'est les premières EFR. Tout le temps, si la courbe des bivolumes est anormale. Et quand elle est normale, donc lors d'une première EFR, c'est normal. Et si le patient est moins bon que la dernière. Par rapport à ces paramètres. Test à l'effort, on passe. La diffusion du CO pour les plombaties interstitielles. On a un surplétissement, mais ce n'est pas le courant. Ça sera pour la prochaine fois. Le hénobronchique, ça vous faites routine? Non. C'est ce que... On en a au service à côté. Oui. Il fallait pouvoir voir la machine, on ne va pas pratiquer. D'accord. On est peut-être le seul service pédiatrique qu'on a en... Vous avez l'appareil? Si j'ose dire, non. Et donc c'est un marqueur, c'est un biomarqueur non invasif de mesure de l'inflammation avec l'oxyde dans les voies aériennes. L'action sera pour perfectionnement. Exactement. Bon, là, c'était pour vous dire où sont les interleukines IL4, IL13 dans l'asthme. Il nous faut 2 heures pour cette diapo, donc on va avancer. Une synthèse juste que le héno, c'est intéressant. Ça donne des arguments pour le diagnostic quand c'est supérieur à 35. On va en parler l'après-midi. On va en parler l'après-midi. Voilà, c'est pronostic, c'est prédictif. Ok. Le héno nasal? Non, on a l'appareil, mais on n'a pas, comme je vous l'ai dit, il manque le capteur. On a promis qu'ils vont le ramener, mais bon, on attend. C'est pour dépister la dyskinésie. Exactement, quand c'est ABC. Plusieurs techniques, on peut le faire même chez le jeune enfant, parce qu'il y a une technique en vol courant avec des normes solides. Bon. Les pièges, ça on en a déjà parlé tout au long. On approche de la fin. Les messages importants, c'est qu'on peut les faire à tout âge, surtout à partir de 2-3 ans quand on peut utiliser du chloral. Que l'enfant a souvent des valeurs optimales supérieures à 100%, donc sachez faire une réversibilité, sachez quelle est la meilleure valeur de votre patient. Je ne dis pas de surtraiter des bourrées de corticoïdes inhalés à forte dose. Hein. Pour traiter une EFR, non, on traite le patient, mais à la lumière de ses EFR par rapport à lui-même. Et donc, difficulté d'expiration forcée, ça c'est la chose principale, et les logiciels incitatifs nous aident. Ça c'est les recours SP2A qui vont bientôt sortir sur la place des EFR dans le suivi et le diagnostic de l'asthme. C'est ce qu'on a déjà dit, j'ai rien dit de différent des recours qu'on a écrits et qu'on va bientôt publier. Voilà. Et puis ça, vous pouvez la voir, c'est comment j'interprète des EFR, c'est bien d'avoir cet arbre décisionnel-là, donc ce sera dans les recours. Et dans quelle situation on mesure les volumes pulmonaires, et c'est l'algorithme suivant. Mais là encore, c'est pour l'atelier de perfectionnement, avec des calculs dynamiques, tout ça. Et voilà. Et donc j'annonce
ce qu'on peut faire pour les prochains ateliers de perfectionnement si ça vous intéresse. Et un message important, c'est vraiment toujours rechercher, comme disait Amal aussi, hein, la normalisation optimale des EFR pour préserver le capital respiratoire du futur adulte qu'on a en face de soi. Et vous verrez cet après-midi, je vous mets des résultats de cohorte assez étonnants sur l'évolution des fonctions respiratoires après le passage à l'âge adulte. Ah, on n'a pas beaucoup de temps pour le pré-post-test. Les réponses, parce que j'avais fait une petite animation. Impératif d'être à jeun, on va faire très vite. Mais non, mais vous avez corrigé. C'est faux. C'est faux. Oui. Donc, C'est pas être au contraire, il faut avoir. on va avoir mangé un énorme tagine. Une obstruction réversible est en faveur d'un asthme. Oui. La calibration et l'absence de fuite à réaliser de façon hebdomadaire. Courbe débit volume, bon, c'est les critères de qualité, c'était vrai. Après 40% d'expiration de la CV, c'est indépendant de l'effort, c'est bon. La réversibilité, 10% d'amélioration du BMS par rapport à la théorie, c'est vrai. Et je vous ai mis la courbe. Hop. Les techniques en volume courant sont les plus difficiles à obtenir. On a vu que c'était faux. Chez un asthmatique, il est intéressant de réaliser des EFR en exacerbation. Non. Si c'est un asthmatique connu, non. Voilà, on est d'accord. Tester la métacoline, on passe. On ne le fait pas quand il est en crise ou dans certaines situations chroniques. La CPT correspond à la somme de la capacité inspiratoire et du VRE. Quelqu'un a dit non. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Il manque le VR. Le VR, la capacité résiduelle, pas le VR, la capacité résiduelle fonctionnelle. Voilà, donc c'est CI plus VRE plus VR. Je vous l'ai remis là. Voilà. En cas de distension, les rapports VR sur CPT et CRF sur CPT sont abaissés? Non, ils sont augmentés. Un éno-nasal élevé permet d'orienter vers l'existence d'une ischémie ciliaire primitive. Non, c'est pas. AVC, oui. Voilà. La mesure du hénobronchique permet d'orienter vers une ischémie ciliaire primitive. Hénobronchique? Non. Voilà. Une obstruction bronchique est retenue en cas de résistance supérieure à la limite supérieure de la normale. Il n'y a pas de piège. Oui. Et les mesures de résistance nécessitent peu de coopération de la part d'un enfant. Elles sont idéales chez les jeunes enfants. Bah, vous êtes très forts, bravo. Merci. Et ben, merci à vous. Et puis merci à la team que je vais faire sur lesquelles... Quelquefois sur certaines machines, c'est un critère de validation supplémentaire. Même chez l'enfant. Même chez l'enfant, surtout chez l'enfant. Donc là, on peut les superposer les deux cours. Ça, oui, d'accord. En fait, il y en a, oui, c'est de mieux en mieux. La chose aussi chez l'enfant, c'est qu'il peut y avoir aussi un apprentissage de la queue. La première va être molle, la deuxième mieux et la troisième mieux. Voilà. C'est bon ça? C'est bon? Oui, je regarde les petits critères qu'on a vus sur la qualité de la queue. Après, expliquez-moi, vous regardez les résultats, à chaque fois il y a les valeurs. On regarde. 2,51, 2,48. Est-ce que ça fait partie du pourcentage acceptable en volume et en... là, on a les volumes. Ça, on ne dit pas. BEMS, on dit. Là, on est à 2,24. On va dire la première, ça, c'est les normes. Donc là, elle n'était pas bien exécutée. Mais après, on voit que 2,51, 2,48, c'est deux valeurs assez proches. Moins 250 millilitres. Et 5% de différence. Pareil pour la CVF, qui est assez répétable. 2,79, 2,75 et la première est à 2,48. Pour l'instant, les deux dernières sont assez répétables. La seule chose
on voit que la courbe est un peu différente par rapport à la précédente, qui était bien exécutée, c'est le DEL. Ça aussi, c'est un facteur important chez l'enfant pour voir s'il participe bien. Vous disiez l'apprentissage, le débit expiratoire de l'eau. C'est là où on voit s'il a donné toute la force profonde et maximale pour faire l'exécution. C'est la force du souffle. Ça, c'est un critère aussi important pour voir s'il participe. S'il fait un DEP à 60%, c'est moyen. Au moins un DEP qui soit supérieur à 80%. Ça permet d'apprécier la participation. Un critère important. Ce n'est pas un résultat, on va dire, physiologiquement utile pour le médecin, mais c'est plutôt pour lui dire, tiens, la technique elle a été faite avec l'intensité la plus importante. Et après, on voit les petits volumes des M25, donc ça, moi je ne regarde pas trop. Ils sont assez répétables. Les M50 et de M25 et 75 qui est un peu plus interprété par les médecins qui sont celle-ci, pourtant la dernière est plus élevée. Voilà. Les 150, on les vérifie où? Deux têtes. 2,51 moins 2,48, il y a 30 000 de différence. 2,51 et Moins 2,48, j'ai 30 000. Voilà. Voilà, c'est une tête, on regarde cette tête. S'il n'y a pas de vrai calcul, il faut vraiment calculer. Et là, on voit s'il y a une obstruction. On a un rapport de Tifno qui est à 90%. Ça va, il n'y a pas d'obstruction, et c'est pas trop creusé. Voilà. Voilà, je ne sais pas si je vais un numéro de cabinet. Oui, c'est bien qu'un petit peu abaissé comme ça. Des plus petits volumes, on va dire. On est à la limite, mais ça reste normal. Après, je ne sais pas si ça sort un rapport. est-ce qu'on va compte le pourcentage? Ouais, là, on a le pourcentage. Déjà fait? Mais il en faut 3. Celles-là, on peut les rejeter. Je ne sais pas si c'est sur la petite flèche, peut-être on peut rejeter le résultat. Ah non, il a fait le prêt. Non. Donc là, il prend automatiquement les couplets meilleurs, c'est ça? Ok. Quelqu'un a d'autres questions? Je n'ai pas bien compris le 150 on va chercher. Ça, c'est juste les critères d'acceptabilité. Entre deux mesures, surtout les... Ça doit être inférieur à 150. Voilà. Pour une reproductibilité, il faut que les trois essais aient des différences maximum de 150 ml entre chaque mesure. Pour la moyenne, on regarde si elles sont tous les trois dans ces valeurs-là, 2,51, 2,48. Si on en avait fait une autre qui avait été à 2,40, ça aurait été bon aussi. Donc toujours, ça c'est des critères. Mais voilà. Après, le mieux, franchement, une technique très bien réalisée, on doit quasiment avoir les trois courbes qui soient identiques, superposables. Là, j'ai quand même trois courbes qui sont un petit peu différentes. Et je vous dis, c'est l'apprentissage. Sinon, des fois, on a des cours sans des fois, c'est une signification, si c'est très... là, on voit que le CDF, il a un petit peu plus... la CDF, en fait, bon, elle va être un petit peu plus basse, plus haute, là, mais moi, je ne regarde pas trop ce critère-là. C'est vraiment
elles sont un petit peu ouvertes, fermées. C'est pas ça qu'on regarde principalement. On regarde surtout les EMS. Et la CVF aussi qui doit être bien effectuée parce que dans certaines pathologies, il va y avoir un aspect un peu déplacé. Ça, on ne les regarde pas trop. Les DEMS, CVF, à la rigueur le DM 25-75, mais je vous dis, à la fin, une des courbes, ça a été, il y a eu un petit éternuement, c'est un petit peu cassé, donc ça fausse les résultats. S'il y a une hésitation, ça va déplacer. Et par rapport au test de réversibilité, certains enfants, ils ont par exemple un EFR qui est bien. Quand on fait le test de réversibilité, ça diminue. Ça, c'est le problème. Je vais faire. S'il y a de coopérance, parce que là, ça baisse pas. généralement, mais est-ce que l'enfant est fatigué? Voilà, ça peut être plein de critères comme ça, il est moins motivé, les jeunes enfants, quelquefois, au bout d'une demi-heure, de 15 minutes, ils en ont assez. Nous, on fait toujours en parallèle une courbe d'épivolume, on mesure les résistances passives, les résistances aériennes, on fait aussi sur le bronchodilatateur. Si, après le bronchodilatateur, la technologie d'épivolume n'est pas assez. Et la réversibilité, 35%, jugé. Alors, je sais pas, vous avez quoi comme résistance? J'ai par blocage? Comme celle-là. Ouais, bah sur 35, on n'a pas ça par blocage. Non, comment prendre des bronchodilatateurs? Parce que c'est le temps d'activité, c'est 6 heures. S'il me prend juste avant, nous on les fait, mais on note sur le papier après son traitement. Parce que quelquefois ça a arrêté la veille, souvent ça a arrêté la veille, ou le médecin le laisse toujours même plus soir. Mais on précise bien arrêt du traitement ou pas sur notre fiche de renseignement. Donc là on voit bien, sur le rapport, on voit bien ce que regarde le médecin, c'est surtout le Z-score. Là, sur les volumes de la SCBF, on a la limite de la normale. Et après, on ne voit pas d'obstruction. Le DEP est bien. Là, ça va. Là, on est un peu à la limite. Voilà. En inspiration et en CVF et VVF. Voilà. Donc là, on pourrait faire un bronchodilatateur pour voir si après inhalation, on a des améliorations des capacités. Et pour le bronchodilatateur, vous attendez combien de temps? 400 microgrammes. C'est 4. 400 microgrammes. En bouffée de 100 microgrammes, c'est 4. On pourrait poser la question au docteur plus tard. Et donc, vous connaissez l'amélioration? C'est combien de pourcentage pour que ce soit significatif? Une réversibilité 12%, juste 10%. Donc on sait bien, on ne l'a pas fait là, mais entre chaque mesure, l'enfant doit prendre pour chaque patient du gel, tout ça, c'est bien. On fait ça systématiquement. Il n'y a pas d'enfant qui service. On peut refaire chez... Alors,
Mais là, nous passons. Ça, c'est un petit. Alors, je vais vous montrer comment je le dis à l'enfant, hein, d'accord? Donc si vous faites normalement, je vais vous montrer comment je montre à l'enfant comment. Je peux avoir la tête. Faut pas avoir peur. Et on va faire des bivolus. Tu lui expliques comment. On va passer le nez. Regardez les lunettes, ça vous gêne? Si ça gêne pas, oui, il n'y a pas de souci. Tu vas respirer normalement, tu fermes bien. Non mais c'est bien. Là on voit bien. Oh là, oui. Là tout de suite on voit il y a pas de expiratoire de pointe. Il n'y en a pas. J'ai bien vu. Gonflé. Ah, c'est un peu écrasé ici. Hein. On voit que c'est pas non plus une aspiration rapide, très rapide. Hein. C'est vraiment. D'accord. Et d'un seul coup. Et là, quand il manque d'intensité, ah non, beaucoup plus fort. Très bien. Inspire au max, au max, au max. حاول انسبير مزيان موهادي. حاول انسبير مزيان باش تطلع. C'est bon. Ah, c'est bon, ça c'est une belle peau. Oui, elle a un peu une hésitation. En Dobsny, la comédie. Ça, ici, elle a un peu hésité. C'est de l'hésitation, non? Non, c'est les courbes typiques chez le sujet jeune normal, en genou de chien. D'accord. Ok. Ah. Jeune normal. Jeune et normal. Ah, c'est là où c'est... Ça n'a pas pris les prêts. Ça me donne juste les postes. Normalement, je devrais avoir... C'est peut-être en faisant le rapport. Pour mettre poste. Là, j'ai déjà fait poste. Là, on est en poste. Oui, mais est-ce que tu l'as dit à la machine? Oui. Tu l'as dit à la machine? Normalement, ça doit sortir. Oui, mais elle en a fait qu'une. Peut-être qu'elle en attend. Ils attendent les deux autres. On va voir. Encore. C'est bon. C'est très important de faire la première expiration ou on peut démarrer d'emblée. Mais nous, on n'en fait qu'une en fait. Voilà, donc voilà. C'est-à-dire être vide avant d'inspirer. C'est pour ça que tout à l'heure on lui a demandé quand on suit ses consignes, on vide et on inspire et on revide. Mais quand on vide, il se fatigue. Donc tu n'es pas obligé, il n'est pas obligé de vider à fond. On va faire un BF, enfin une CBF 2 fois. Vous l'avez fait 2 fois. C'est ça. Voilà.
une sans inspiration profonde, une avec inspiration. Mais en fait, une vie pour pouvoir inspirer profondément, pour laisser... Oui, mais il faut être à son volume courant. C'est ça. Empêcher l'expiration. Alors que moi, il te dit expire. Aussi profond. C'est très reproductif, là, même dans la salle. On va regarder les chiffres. Non, c'est normal. Je sais pas, on a fini. On a un petit... J'ai pas les prêts. Petit gant, parce que là, elle était tout dessous, près. Elle était dessous. Si je suis mais pas suffisant, c'est partiel. Je fais le calcul, il n'y a pas de calcul. Attends, c'est ma tu vas voir la précoce. Aperçois. Là, c'est préposte, c'est ça? Attends, je vais vérifier. Et avant de faire ce rapport, on a vérifié la reproductivité. Ah oui, il y a les postes. C'est score aussi. trois cours. Donc là, je crois que je vais créer au poste. Et il y a une amélioration? Il y a une légère amélioration. Est-ce que c'est plus 10%? Non, c'est 3%. Là, on vous dit 10% par rapport au... À la théorie, pas par rapport au crédit. Donc il faut faire la distinction entre le pourcentage poste et le pourcentage crédit. Pour avoir l'amélioration en pourcentage de la théorie, il suffit de faire la différence de pourcentage poste et de pourcentage crédit. Mais c'est calculé normalement ici, non? Non, là il a calculé à l'ancienne méthode en fonction de la valeur pré-bronchodilatateur. C'est ça. Alors là, il y a le pourcentage de créance, le pourcentage de poste. Donc c'est... Excuse-moi. Si. Pourcentage de référence. Non. Mais non. Alors, oui, par rapport à la référence. Là, on est à 99% de la référence, on passe à 101, donc on a gagné 2%. D'accord. Et ça c'est le pourcentage par rapport à quoi? Par rapport à la valeur pré-bronchodilatateur. Donc, dorénavant, on doit vérifier les pourcentages des références et déduire. On prend les normes, le référentiel technical standard qu'on utilise actuellement, avec 10%, 6% de la valeur théorique. Et le TIF, il n'y a pas de... Il n'y a pas de critère de réversibilité. Il n'y a pas de réversibilité. Alors, les fameux 10%, c'est sur le BMS et sur le CGP. Donc là, on a les assurés, donc 120 et là, c'est la même chose que le pourcentage pré-bronchodilatateur parce que c'est des valeurs proches de 100%. Donc en conclusion, EFR normal, mais pas de... Si on a à faire les deux, les volumes et les résistances, on commence par quoi? Résistance. Parce que pourquoi? Quand on fait des débits minimums, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut provoquer un contrôle spatial. Donc toujours les résistances qui demandent un effort. Donc chez ces petits, on commence par les résistances, et après je me dis le début. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire provoquer un bronchospasme. Voilà, les résistances, elles... Moi, je me dis que peut-être qu'il se fatigue dans les résistances, donc quand on demande les débuts volume, il est moins... C'est pour ça que des fois, je fais le contraire. Non, il vaut mieux commencer par les résistances. Je dis, je l'ai eu le cas où elle prend, c'est ton bronchospasme, mais après. Ah bon? Cât le s-a donat? Ți de fi sentence.
لا ماشي هذه لا. Après, ما غاديش ديري ريزيستونس. Elle va juste respirer normal. D'accord. يا تسمعوا بدون مزيان وما تخليوش الهواء منين يدخل ومنين يخرج. يلا نفس على النفس وشويه. برافو عليك. La respiration normale. Et joue avec la. Ça, je connais pas. Le début, c'est bon. C'est bon. Donc là, les résistances, ils sont élevées. 195. Mais les autres fréquences respiratoires, elles doivent être à... Vous m'avez dit 30. Je sais pas, sur cette machine, c'est les mêmes techniques que dans les cabines plethysmographiques. Je sais pas. C'est l'étude de résistance. Vous savez pas, Résistance pulmonaire avec au niveau respiratoire. Fréquence, mais 152% par rapport à la référence. Bon, je pense que c'est sur volume courant normal. Je sais que dans les cabines, on est obligé de respirer entre 30 et 45 respirations minutes. On va faire l'entrée ou début volume? Alors, nous, au niveau des cabines plethysmographiques, on fait toujours 3 manœuvres de résistance de 10 mesures. Je ne sais pas, là, s'il faut en faire 3 aussi. Que ce soit répétable, toujours pareil. Une mesure ne va pas forcément être représentative. Il faut un coefficient de variation. وما تزبيش Et ces deux, il est déjà meilleur. La fréquence, elle est à 30-31, c'est pas mauvais. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, en fait, il faut regarder la reproductibilité entre 2-3 mesures. Ouais, là, les deux dernières sont à peu près répétables, c'est bien. Ouais, c'est bien. Il doit y avoir un CV de moins de 10%. On ne voit pas les coefficients de variation.